cérémonie d'ouverture de cette conférence, je vais vous livrer le discours qui suit. Dr Paul Kananoura, le président de l'Institut Africa, mesdames et messieurs membres de l'Institut Africa, éminents conférenciers, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi avant tout propos d'adresser mes sincères remerciements au Dr Kananoura et à son équipe pour l'invitation qui m'a été adressée, mais surtout pour l'initiative de la tenue de la présente conférence intitulée Sécurité et développement du Sahel, enjeux et perspectives. En effet, le Sahel, depuis plus d'une décennie, fait les choux gras de la presse locale et internationale et fait constamment l'objet d'analyses et même d'études. Mais on se demande pour quel résultat. Et très souvent, les débats, analyses et études sont l'œuvre d'experts ayant peu ou pas de connaissances avérées sur la région. Il n'est donc pas étonnant que dans ces conditions, les résultats soient biaisés et parfois véhiculant l'image d'un Sahel apocalyptique où, en dehors des populations locales, personne d'autre ne devrait s'y rendre. En m'exprimant ainsi, l'un de moi toute idée de présenter le Sahel comme un paradis sur terre. Évidemment, c'est une région qui connaît des difficultés liées à des facteurs géographiques, environnementaux, climatiques, socio-économiques, politiques, géopolitiques et géostratégiques. Mais toutefois, elle reste tout de même une région pas convoitée. Ainsi, à travers cette conférence qui n'est pas une forme de plus, l'Institut Africa offre un cadre approprié aux hommes et aux femmes qui ont une connaissance avérée de la région de faire non seulement l'état des lieux, mais aussi d'avoir un regard croisé des enjeux et des perspectives au regard de la géopolitique et de la géostratégie mondiale. Distingués invités, mesdames et messieurs, m'exprimant sur la sécurité et le développement du Sahel, je n'ai aucunement la prétention de parler du Sahel dans sa globalité, tant la région est vaste et diverse. Il s'agit de cette zone médiane entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, allant du Sénégal jusqu'à la corne de l'Afrique. Mon intervention se focalise donc sur cette partie du Sahel qui regroupe les trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dont la vision éclairée de leur leader a permis la signature le 16 septembre 2023 de la charte du tableau gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel, AES. Je constate avec bonheur que plusieurs sous-thèmes à développer dans le cadre de la présente conférence portent sur ces trois pays qui ont d'ailleurs pris la décision de se retirer du G5 Sahel et de la CEDEAO, malheureusement des organisations dédiées à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'au développement et à l'intégration économique. Il nous appartient donc aujourd'hui, éminents conférenciers, chercheurs économiques et politiques, de contribuer à poser de bons diagnostics. Et ce qui est évident, le Sahel, en tout cas pour la partie qui concerne l'espace de l'AES, n'est pas des régions pauvres, bien au contraire. Mais pourquoi, en dépit de ces grandes potentialités économiques, il continue de figurer parmi les régions les plus pauvres du monde? N'y a-t-il pas un problème lié à la gouvernance? À cette question, je répondrai par la suite. C'est justement du fait de la mauvaise gouvernance que nous États n'ont pas, par eux-mêmes, depuis les indépendances, imaginé et mis en place des bonnes orientations politiques, économiques, sociales et même géopolitiques, afin de créer les conditions de réel développement. Parce que tout, ou presque tous les modèles de développement ont été pensés et conçus ailleurs, afin que nous nous approprions. Alors qu'il était plus simple pour les 10 États d'imaginer un processus de gouvernance endogène et de chercher à s'approprier des concepts qui parfois girent avec le ballon. C'est donc la recherche de cette gouvernance endogène qui a présidé à la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, à savoir une gouvernance qui prenne en compte l'aspiration profonde des peuples, ainsi que les choix souverains des partenariats
et des partenaires sur la scène internationale. Pour le cas précis du Mali, vous devez constater avec moi, la communauté internationale a assisté avec impuissance ou inertie aux drames humains que mon pays a vécu au quotidien depuis 2012, avec son lot d'humiliation. Une grande partie du territoire national échappé au contrôle de l'État central. Un accord de paix signé en 2015, dont les objectifs initiaux ont été détournés par certains groupes armés signataires qui n'ont jamais rompu avec leurs liens avec les organisations terroristes. Et pouvions-nous, dans ces conditions, jeter les bases d'une réelle sécurité et d'un développement au profit de nos citoyens? Sûrement non. C'est donc au regard de ce constat d'humiliation que les autorités actuelles du Mali, sous le leadership de son excellence le président Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, ont décidé d'une autre forme de gouvernance centrée sur la défense exclusive des intérêts du Mali, appelé Mali Coura. Les grands chantiers de réforme sont en cours, notamment dans les secteurs économiques, sociopolitiques, culturels et sécuritaires. La réforme du secteur de la défense et de la sécurité est la plus visible depuis près de 3 ans. Une montée en puissance des forces armées de sécurité du Mali, qu'on appelle familièrement les FAMA, est perspective à travers l'acquisition d'équipements adéquats et la formation du personnel pour assurer ses missions régaliennes avec professionnalisme, respect du droit de la guerre et du droit international humanitaire, etc. Pour mémoire, lorsque nos pays, je parle des États de l'AES, se sont affranchis de certains partenariats, beaucoup avaient prédit le pire, à savoir un embrasement complet de la situation, l'escalade exponentielle de l'insécurité et l'effondrement de nos États. Près de 2 ans après le départ des forces Barkhane et Takuba qui concerne le Mali, notre pays est plus que jamais debout et libre, je dirais même libéré. Ce n'est certainement pas le fait d'un heureux hasard si les voyantes forces armées ont repris le contrôle de la région et de la ville de Kidal, la ville marquée de Kidal, aux mains des rebelles depuis 2012, réussissant ainsi une prouesse de 10 ans de présence internationale de Paris. Toutefois, nous restons lucides et sommes conscients des défis colossaux qui se dressent devant nous, notamment dans la lutte contre le terrorisme. C'est précisément pendant ces moments difficiles que l'unité et la cohésion sociale, ainsi que la solidarité se révèlent être nos atouts les plus puissants. C'est ce qui sous-tend la décision du chef de l'État du Mali en début d'année 2024 d'engager un processus de dialogue intermalien sur toutes les entités du territoire et dans la diaspora, afin que les Maliens eux-mêmes décident de leur modèle de gouvernance, de cohésion sociale et de développement économique dans un pays sécurisé et apaisé. Étant entendu que la quête de la paix et de la sécurité ne saurait être l'appareil d'un seul État, les 3 États de l'AES ont décidé de mutualiser davantage leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. C'est dans ce cadre qu'une réunion des chefs d'état-major des 3 pays alliés à Niamey le 6 mars dernier, la détermination a abouti à la création d'une force conjointe antiterroriste qui sera opérationnelle dans les plus brefs délais pour prendre en compte les défis sécuritaires de l'espace. C'est en cela que les populations de l'AES peuvent nourrir l'espoir d'un avenir meilleur en dépit des difficultés actuelles. Et s'il a admis que l'adversité forge la résilience, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, a été forgée dans la volonté commune de défendre notre souveraineté, de garantir la sécurité de nos populations et de promouvoir le développement durable. C'est ce qui constitue véritablement une force qui transcende les frontières individuelles de nos nations. Les épreuves que nous avons traversées et celles que nous continuons de vivre ont démontré à suffisance la bonne lecture par nos populations, les populations de l'espace, des enjeux et des défis à relever. Et cela a renforcé leur détermination à soutenir leurs autorités dans le combat non légiste pour l'émancipation totale, pour la souveraineté pleine et entière et pour ne plus se voir imposer un dictat. C'est ce que le docteur a indiqué étant le coup d'État populaire. Distingués invités, mesdames et messieurs, sans vouloir être davantage long,
il ne me reste qu'à réitérer mes remerciements à l'Institut Africa pour son initiative, mais aussi à remercier les éminents conférenciers qui se succéderont ici ce soir pour livrer leur analyse de la situation. Et nous espérons que les résultats qui en seront ici contribueront à la réflexion globale sur le Sahel. Merci de votre attention.